Amis téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, bonjour et merci de nous suivre. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission littéraire Un livre ça se lit, nous recevons un auteur non de moindre, un grammairien qui est aussi dans la littérature générale. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Abraham Gbagbo. Il est ici pour défendre son œuvre, un recueil de nouvelles qui a pour titre « Les femmes aussi », un titre assez évocateur dont nous allons parler tout à l'heure. Merci de nous recevoir chez vous. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Abraham Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Sylvestre Orega. Merci d'accepter notre invitation. Je vous en prie. Alors, votre œuvre qui nous vaut l'honneur de votre visite, c'est Les femmes aussi. Un recueil de nouvelles paru aux éditions Plume Habile. Alors, dites-nous-en un mot sur le choix de ce titre avant de commencer. Alors, le titre, Les femmes aussi, paraît des plus banals. Et il est le titre de la 4e nouvelle de ce livre. Nous l'avons choisi ainsi pour attirer, n'est-ce pas, l'attention de nos lecteurs, du public, sur l'importance de la femme dans la société. À le lire, on aurait cru tout de suite que c'est un réquisitoire contre la femme. Mais en réalité, il n'en est pas un. C'est un titre purement littéraire pour dire que les hommes dans la société forment une chaîne, d'où la cellule familiale est l'élément fondamental. Et dans cette cellule familiale, la femme est le chaînon le plus important. Parce que c'est elle qui porte l'enfant durant 9 mois. Quand l'enfant naît encore, c'est elle qui le porte dans son sein. C'est elle qui l'élève, qui l'éduque. C'est elle qui reste plus longtemps avec l'enfant que le père. Il est donc important que la femme ait une éducation solide pour une société solide. Les femmes, c'est donc un regard que nous jetons sur la vie et l'éducation des femmes africaines, en l'occurrence des femmes ivoiriennes, pour dire que leur importance dans la société est des plus importantes et donc leur éducation devrait s'en ressentir. Voici en quelques mots l'essence de ce titre que nous avons donné à notre livre. Alors Abraham Gbagbo, nous allons un peu revenir à vous. Nous savons que vous êtes docteur en grammaire. Alors vous, en tant que docteur en grammaire, est-ce que vous, quand vous écrivez, quand vous invitez à la littérature, c'est le niveau de langue qui vous intéresse, la justesse du propos, de la grammaire, ou bien vous vous attachez aussi à l'intrigue, à la beauté du texte, etc. Quand j'écris, c'est tout cela qui m'intéresse. Il y a la qualité de la langue et aussi l'intrigue. La grammaire se définit comme l'art d'écrire et de parler. En la matière, donc, quand j'écris, je fais attention à tout ce que j'écris. La bonne utilisation des règles, la grammaire, les accords, les participes passés, bref, tout ce qui concerne la grammaire normative. Mais aussi, le niveau de langue dépend du public. Lorsque j'écris pour des enfants, j'adapte le niveau de langue aux enfants. Lorsque j'écris pour des hommes comme vous par exemple, j'adapte le niveau de langue au public. Et la construction aussi de l'intrigue m'intéresse parce que c'est ce qui fait la substance aussi du texte qu'on écrit. C'est pour vous dire que je ne fais pas de choix particulier quand j'écris, mais la qualité de la langue est la première des choses qui m'intéressent quand j'écris. Parce que, en tant que grammairien, je suis jugé à cela par le public. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. On dit souvent qu'on ne crie pas tel qu'on parle. Et vous l'avez dit, vous tenez compte du public. Le public cible votre lectorat. Est-ce que vous parlez du lectorat ou bien des personnages qui sont dans votre livre, dont le langage varie en fonction des circonstances? Oui, vous savez, quand on écrit, il y a la fabrication du personnage qui intervient, mais il y a aussi le commentaire de l'écrivain qui intervient. Donc quand on lit un texte, cela doit se
se ressentir. On doit savoir que c'est l'écrivain qui est en train de parler. Et savoir aussi que c'est le personnage qui est en train de parler. C'est en cela qu'on fait on fait des tirés pour faire parler le personnage. Et on le fait parler en fonction de son statut social, son statut professionnel. C'est en fonction de cela qu'on choisit son niveau de langue. Donc dire qu'on n'écrit pas comme on parle, bon, c'est discutable. On peut écrire comme on parle, mais qui parle? C'est à ce niveau que se trouve l'interrogation. Donc on peut écrire comme on parle lorsqu'on fait parler un personnage, un enfant qui n'est pas allé à l'école ou un personnage qui n'est pas allé à l'école, qui ne maîtrise pas la langue française. Donc en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre en fabriquant le personnage, on choisit un niveau de langue adapté. Très bien. Cela est donc différent du récit de l'écrivain. Oui. L'écrivain qui fait un récit, qui fait une description, bien entendu, utilise un niveau de langue acceptable, mais quand il fait parler un personnage, c'est en fonction du statut social de ce dernier. Dans le récit La grande victoire de Nyusu Nyusu, nous l'avons remarqué, vous avez fait parler des personnes qui seraient des rebelles dans une certaine république. Et là, vous les avez abondamment fait parler. Et toi là, pourquoi tu m'ésies comme ça? Pourquoi tu me boudes? Ah bon, j'ai compris. C'est parce que nous sommes partisans du président Salo, etc., etc. Pourquoi tu m'ésies comme ça? Ça, c'était vraiment pour faire parler un personnage qui n'a pas une grande culture. Bien sûr. Dans cette nouvelle, nous voyons une horde armée qui vient s'attaquer à un village imaginaire que nous avons dénommé Zekidiès. Des gens qui ont pris des armes et qui viennent humilier d'honnêtes citoyens. Vous voyez, ils ont un niveau de langue ordurier, mais comme ils ont des armes, on est obligé de leur obéir. Pourquoi tu me zies comme ça? C'est comme cela que parlent ces gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont aucune culture. Et par la force des armes, ils deviennent des autorités. Pourquoi tu me zies comme ça? Dans le langage ivoirien, pourquoi tu me regardes comme ça? Voilà. Donc c'est comme cela qu'on parle en Côte d'Ivoire quand on n'est pas allé à l'école. Et ces soldats qui ont les armes parlent comme ça parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Voilà. Donc nous nous mettons dans la peau de ces personnages-là pour lancer un message. Pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ont pris des armes, qui soumettent d'honnêtes citoyens. Voilà. C'est ce que vous appelez les handicapés intellectuels? C'est cela. Les handicapés intellectuels, ce sont eux. Les illettrés, les incultes qui utilisent les armes n'importe comment, à tout bout de champ, pour soumettre d'honnêtes citoyens. Ce sont eux les handicapés intellectuels. Donc le handicap n'est pas seulement physique ou intellectuel, mais il est aussi social, il est aussi intellectuel sur le plan, sur le plan du texte que nous décrivons ici. Parce que le handicap intellectuel, il existe. L'infime motrice cérébrale est un handicap. Donc l'infirmité motrice cérébrale est un handicap, mais un handicap intellectuel. Mais le handicap intellectuel dont il s'agit ici, il s'agit des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont aucun niveau intellectuel. Donc il faut faire cette démarcation entre les deux types de handicap. Très bien. Pour revenir à votre thème central, vous l'avez dit vous-même en introduction, vous êtes en train de mettre la femme, qui est une créature divine, vous le dites, à la place qui lui revient de droit. On a coutume de dire que la femme est le maillon faible. Vous vous dites le contraire. Quel serait le maillon fort? Et la plupart de vos récits, de vos nouvelles dans ce recueil finissent par nous convaincre. Parce que d'une façon ou d'une autre, la femme réussit toujours à soumettre l'homme dans vos récits. Dites-nous en un mot. Moi, je dis que la femme est le maillon fort de la société. Comme nous l'avons dit, la femme, c'est la faiblesse de l'homme en réalité. Allons-y dans les écrits bibliques. Adam, se sentant seul, Dieu a trouvé nécessaire de lui créer une aide semblable. Mais quand Adam a vu Ève, il a poétisé. Il a dit, ah, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. À partir de ce moment, Adam s'est senti complet. Il s'est senti en vie. C'est pour cela que vous pouvez constater même que pour parvenir à un roi, on passe par sa femme. Parce que l'homme a un faible pour elle. Vous constaterez même dans
chacune des nouvelles que nous avons dans ce livre, à la fin, c'est la femme qui arrive à convaincre l'homme. Donc en réalité, elle n'est pas l'être faible. Physiquement, oui, mais psychologiquement, la femme est plus forte que l'homme. C'est comme cela que je la conçois. On remarque dans vos récits que vous êtes vraiment une personne ancrée dans sa culture. La culture de chez vous, vous êtes de Ziki-Diès, dans la région de Divo, du peuple Ega. Et les noms que vous citez, les lieux que vous citez ne sont pas très loin de votre culture. Est-ce une façon de faire aussi la promotion de la culture de ce peuple, dit-on, minoritaire? Bon, je vous remercie pour le compliment que vous me faites, pour dire que je suis ancré dans ma culture. Merci beaucoup. Mais c'est effectivement une promotion de ma culture, à travers l'écriture. Vous savez, on nous a toujours appelé un peuple de l'oralité. Donc, les Occidentaux disent que les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est pour cela qu'ils nous disent aussi que nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas d'histoire et que nous n'avons pas de culture. Donc, il faut faire la promotion de nos cultures en utilisant alors l'écriture. C'est pour cela qu'effectivement, vous avez constaté que je fais beaucoup appel à des éléments de ma culture. Je fais appel à des noms qui puisent dans ma tradition. Mais en même temps, c'est pour décorer, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel le récit va se dérouler. La plupart de mes récits évoluent dans un environnement rural. Il faut donc que je fasse appel à des noms du terroir pour, n'est-ce pas, convenir au mieux à l'esprit et à l'environnement décrit dans le livre. Voici la raison pour laquelle je fais beaucoup appel aux noms de chez moi et aux espaces de ma culture. Très bien. Alors pour coller à votre titre les femmes aussi, la plupart des récits tournent autour des femmes, de tout ce qui les regarde, de près ou de loin. Et toutes les victoires qu'elles ont, pour ainsi dire, remportées dans les récits qui les ont mis en confrontation, les mises en confrontation avec les hommes, elles ont toujours emporté. D'après vous, quelles sont les armes dont disposent les femmes finalement? À part le fait que psychologiquement elles seraient plus fortes, vous l'avez dit, qu'est-ce qu'elles ont de plus finalement? Mais vous savez, la femme, elle a des apparts. Je veux donc parler de ces parties corporelles qui séduisent l'homme. C'est ça qui fait sa force, surtout. C'est ça qui fait sa force. C'est pour cela que deux hommes peuvent se battre à cause d'une femme. Mais au-delà de cela, il faut comprendre que c'est divin. C'est divin, c'est Dieu qui a mis cela en la femme. On n'y peut rien. C'est comme ça. C'est vrai que physiquement, l'homme est plus fort. Mais spirituellement, la femme est plus forte. Vous constaterez même que dans nos églises, les femmes mettent beaucoup de sérieux dans la prière que l'homme. Pour dire que la femme est une créature divine. C'est vrai que nous aussi, nous sommes des créatures divines. Mais c'est Dieu qui a mis en la femme une force. Et c'est cette force qui lui permet de prendre toujours le dessus. Mais dans l'œuvre, la femme n'a pas toujours été victorieuse. Elle n'a pas toujours été victorieuse. Parce que... sans vous interrompre, je voudrais citer le récit numéro 6, l'effet boomerang du Likbiya. Voilà. C'est quoi le Likbiya? Bon, le Likbiya, dans le langage ivoirien encore, c'est une potion magique qui permet à la femme d'envoûter l'homme. C'est ce qu'on appelle le Likbiya. Très bien. Alors, je vous prends au mot. Si la femme a quelque chose de divin qui fait qu'elle prend toujours le dessus, pourquoi a-t-elle besoin d'artifices du genre le Likbiya pour soumettre l'homme? Il faut donc comprendre aussi que tout ce que Dieu fait a pour contraire le diable. Le diable, en même temps que Dieu utilise la femme pour faire des merveilles, le diable aussi l'utilise à son compte. Donc le fait que la femme utilise ici le Likbiya, donc une potion magique pour envoûter l'homme, n'est pas de Dieu. Donc le diable peut aussi l'utiliser pour le faire. Ça a été le cas ici. Peut-être vous me demanderez quelle a été la finalité, mais vous comprendrez que c'est Dieu effectivement qui a pris le dessus sur le diable à la fin pour désenvoûter l'homme. Mais qu'est-ce que la femme est devenue après? L'histoire
en dit long, elle est devenue folle. Parce qu'elle s'est écartée, n'est-ce pas, de la mission divine qui lui a été accordée pour aller vers le diable. Donc Dieu te donne toute la liberté de faire ce que tu veux et t'abandonne. Elle est devenue folle, mais Dieu a repris Zamblé. Voilà. Alors pour en revenir à la culture, votre culture, mais la culture ivoirienne de façon générale, il y a le lipia, ça c'est une notion bien de chez nous, mais il y a aussi le cure-dent gourou qui donnerait une certaine virilité à l'homme. Et chez nous en Côte d'Ivoire, dans la région du peuple gourou, Zamblé qui est un nom bien gourou, le cure-dent gourou fait des merveilles semble-t-il. Alors vous avez opposé le cure-dent gourou au lipia. Bon, je voudrais préciser que le nom de Zamblé dans cette œuvre est une coïncidence, une pure coïncidence. Peut-être même le nom de son origine que nous avons appelé Zouenofla ici pourrait se rapprocher, n'est-ce pas, au nom d'une ville qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Mais c'est aussi une coïncidence. Il ne s'agit nullement pas de gourou. Il s'agit de Zamblé, un être imaginaire qui apparaît dans une œuvre pour pouvoir donner une leçon. Alors, ici, on met en confrontation deux esprits mauvais. Le cure-dent gourou, qui est un aphrodisiaque qui n'est pas conseillé, n'est-ce pas, par les médecins même, parce que ça ne fait pas du bien au corps de l'homme, ça le détruit. Donc, le cure-dent gourou n'est pas bon. Mais ici, la femme qui n'est-ce pas, entretient la femme de Zamblé, la tante de la femme de Zamblé, se targue et vante les mérites de Boukari, qui est son marabout, d'être très fort, parce qu'il pourrait soumettre, n'est-ce pas, quiconque à travers sa potion magique. En même temps, elle dit que ceux-là, ils disent qu'ils ont le cure-dent gourou, mais nous allons vaincre le cure-dent gourou. Donc, pour montrer que, de part et d'autre de ces deux traditions, il y a l'une qui est plus forte. Nous mettons ça en exergue, mais à la fin, ces deux traditions ne sont que de la vanité. Vanité des vanités, comme poursuite du vent. À la fin, c'est Dieu qui l'emporte. Voilà. C'est ce que nous voulons faire ressortir. Pour dire aussi que c'est vrai, la femme, elle est forte, mais souvent, elle peut dévoyer la mission divine que Dieu lui a donnée. Voilà. Très bien. Nous allons maintenant aborder un dernier sujet. Là, plus sérieux, vous parlez du handicap. C'est vrai, vous avez évoqué la question du handicap intellectuel, vous l'avez défini, mais vous parlez maintenant du handicap des personnes frappées des handicaps physiques. Et vous semblez apporter un point d'honneur à ce sujet, vous l'avez évoqué au moins dans 2 récits. Ça vous tient vraiment à cœur, la question du handicap? Oui, la question du handicap me tient à cœur. Parce qu'au-delà du fait que je suis grammairien de formation, je suis aussi travailleur social de formation, spécialiste en la matière. Les personnes en situation de handicap dans nos sociétés sont marginalisées, il faut le dire. J'ai donc écrit pour faire de la sensibilisation, pour mettre en relief la situation difficile que vivent ces personnes en situation de handicap dans nos sociétés. Ils ont des difficultés d'inclusion, d'intégration dans nos sociétés. Parce qu'ils sont en situation de handicap, on pense qu'ils n'ont pas droit de cité. On les marginalise. Ils n'ont pas droit à l'école, ils n'ont pas droit au mariage, ils n'ont pas, etc., etc. Il faut en finir avec les personnes en situation de handicap sont des personnes au même titre que nous. Ce sont nos parents, ce sont nos frères. Donc il faut les aimer. Il ne faut pas les marginaliser parce que ces personnes n'ont pas choisi d'être personnes en situation de handicap. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas une malédiction. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est venu, les personnes n'ont pas demandé. Et puis nous-mêmes, nous sommes de potentiels où nous ne sommes pas à l'abri du handicap. On peut sortir tout de suite à la suite d'un accident. On peut être en situation de handicap physique. À la suite d'un choc psychologique, on peut être en situation de handicap intellectuel. Donc personne n'est à l'abri du handicap. Il ne faut donc pas maltraiter les autres parce qu'ils sont en situation de handicap. C'est ce que nous voulons dire. Nous allons juste évoquer la question de la forme de votre livre. C'est un recueil de nouvelles et ce n'est pas à vous qu'on l'apprendrait. Vous êtes grammairien, vous savez comment s'écrit une nouvelle. Seulement, nous constatons une certaine rupture. Quand on prend la nouvelle 4, les femmes aussi, vous commencez par dire « ce titre paraît des plus anodins », etc., etc. En général, on ne rentre pas dans une nouvelle de cette façon, un peu comme par un commentaire que vous faites.
qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le grammairien s'écarte un peu de la bonne façon de faire, quoi, si on veut s'en tenir? D'accord. Mais comme vous avez employé une expression qui m'a beaucoup plu. Une rupture. Cette expression me coûte beaucoup cher. Vous comprenez? Et puis, la narration, elle n'est pas de la grammaire. Non, La grammaire, ce sont les règles. bien sûr, Ici, je suis en littérature. bien sûr. C'est vrai que la nouvelle a ses normes, mais je fais de la rupture, effectivement, parce qu'il faut innover. La rupture, c'est aussi de la littérature. Et la littérature, c'est l'innovation. Pourquoi on parle beaucoup d'Amadou Kourouma aujourd'hui? Parce qu'il a innové. Il a eu le courage d'innover. Il faut éviter les sentiers battus. Comme c'est comme cela qu'on fait, alors je me mets là-dedans. Non. Non. Il faut innover. Il faut rompre avec les habitudes pour apporter du nouveau à la chose. Il faut éviter de se limiter dans des règles étanches, dans des cloisons étanches, si bien même qu'on ne peut plus bien écrire. Non, il faut se mettre à l'aise. Donc je me mets à l'aise, je m'exprime. Même dans une nouvelle, je peux procéder comme si c'était dans un conte, pourvu que le message passe. C'est ça qui est important. C'est ce que nous avons constaté. Le subjonctif chez vous semble être tout un art que vous semblez maîtriser. Vous y tenez particulièrement. Vous avez rarement contourné quand le subjonctif s'imposait à vous. Certains écrivains préfèrent généralement faire un clin d'œil au présent pour moins alourdir les phrases, mais vous êtes resté vraiment collé à cela, le subjonctif, beaucoup employé dans votre... Oui, je vous remercie. Vous avez eu un regard vraiment critique. Et je veux profiter de cela pour dire que c'est ça la grammaire. Le subjonctif employé dans ces conditions, si vous voulez, l'imparfait du subjonctif est revenu beaucoup. Bien sûr. Souvent, les gens le contournent pour mettre le présent. C'est ça qui est la faute. À l'écrit, c'est l'imparfait du subjonctif, la concordance des temps. Lorsque le temps de la principale est au passé, il faut mettre le temps de la du subjonctif au passé, soit au plus que parfait du subjonctif ou à l'imparfait du subjonctif, selon l'idée qu'on veut véhiculer. Mais les gens contournent pour mettre le présent. C'est à l'oral qu'il faut faire ça. Quand vous le faites à l'écrit, c'est une faute. Quand on le fait à l'oral, c'est une tolérance. Parce que ça paraît grandiloquent, pédant à l'oral. Ce n'est pas permis. Mais à l'écrit, quand vous ne le faites pas, c'est une faute grammaticale. C'est pour cela que je respecte. Je ne veux pas qu'on me reprenne là-dessus. Pourquoi est-ce que vous êtes grammairien et vous ne le faites pas? Je n'ai pas d'excuses. C'est pour cela que je le fais. Et je voudrais que tout le monde le fasse ainsi. Et puis encore, excusez-moi, vous allez continuer, mais le subjonctif est un mode qui relève le niveau de langue en français. Quand on le maîtrise, ça rend l'expression plaisante. Et je conseille aux écrivains de l'employer pour relever le niveau de langue dans leurs écrits. Merci beaucoup. Monsieur Abraham Gbogbo, nous allons maintenant terminer cette émission. Nous allons vous demander votre mot de fin. Est-ce que votre avenir littéraire, comment ça se présente? Vous avez des projets dans le tiroir? Bien sûr. Comme le dit en Côte d'Ivoire, nous sommes un jeune écrivain. C'est mon deuxième livre en matière de littérature, en réalité, qui est là. Le premier a été édité en ligne en France chez Edilivre. Parce que ce n'était pas du tout facile en Côte d'Ivoire ici d'éditer. Les éditeurs font beaucoup de choix, hésitent beaucoup à éditer un écrivain qu'ils ne connaissent pas. On en a souffert. Donc notre premier livre a été édité en France et n'est même pas disponible ici. On a dû courir vers Plume Habile qui, bon an, mal an, nous a aidés à sortir cette œuvre. Nous continuons la production. Comme vous le savez, nous avons 2 livres sur la langue française qui sont sortis. Nous sommes débrouillés pour le faire. Nous continuons notre chemin de petit bonhomme, notre chemin de jeune écrivain. Très bientôt, nous allons sortir une autre œuvre littéraire. Cette fois-ci, un roman qui va sortir chez un éditeur. Je ne veux pas faire de publicité, mais ça va sortir chez un éditeur de la place. C'est un roman. Nous nous attelons à le réussir pour faire plaisir à nos lecteurs. Et puis, petit à petit,
nous continuons. Nous venons d'apprendre que vous êtes un patron d'une grande maison d'édition aussi sur la place. Nous allons courir aussi vers vous pour nous aider. Donc nous avons beaucoup de projets en la matière pour, n'est-ce pas, aider à la promotion de la littérature en Côte d'Ivoire, autant que faire se peut. Abang Boubou, merci d'être venu jusqu'à nous. Amis téléspectateurs, comme vous avez pu le noter, nous avons pris beaucoup de plaisir à recevoir notre auteur du jour, Abang Boubou, un grammairien, mais qui sait bien s'adonner à la littérature. Son œuvre littéraire dont il nous a gratifié de très beaux commentaires aujourd'hui, c'était Les femmes aussi, un titre assez évocateur, assez énigmatique, qui vaut un de tout en librairie. Nous vous assurons que ce livre est disponible dans la plupart des librairies de la place et vous vous en délecterez parce que c'est une belle œuvre. Nous vous disons merci de nous suivre et au revoir à un prochain numéro. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.